Chapitre 21. Unité et solidarité effective sont les conditions de la libération africaine. Pour un observateur qui suit l'évolution du continent africain depuis 2 ans, une conclusion s'impose avec une particulière évidence. Progressivement, les peuples dépendants sur qui pèse une domination étrangère accèdent à la souveraineté nationale. Après le Ghana, la Guinée, voici que le Cameroun sous mandat français, le Togo, la Somalie sous le mandat italien, le Nigeria deviennent indépendants. Les remous qui agitent la récente communauté française, les revendications franches ou parfois voilées des dirigeants des différents pays de la communauté ne permettent aucun doute. Un processus est engagé, irréversible pourrait-on dire, si l'on faisait confiance aux formules stéréotypées. La main de l'histoire, c'est la main de l'homme. Les observateurs non étrangers se contentent donc de l'espoir généralisé par le développement historique de ce que l'on a appelé processus objectif de décolonisation, tandis que, plus ou moins implicitement, on demande aux Africains de faire confiance à la bonne volonté des anciens maîtres et de ne pas désespérer, en tout cas, des nécessités historiques qui rythment la reconversion de l'opposition coloniale. Il est rigoureusement vrai que la décolonisation s'effectue, mais il est rigoureusement faux de prétendre et de croire que cette décolonisation soit le fruit d'une dialectique objective qui prend plus ou moins rapidement les apparences d'un mécanisme absolument inacceptable. L'optimisme qui règne aujourd'hui en Afrique n'est pas un optimisme né du spectacle de force de la nature, enfin bénéfique aux Africains. Cet optimisme n'est pas non plus dû à la constatation chez l'ancien oppresseur des dispositions moins inhumaines et plus bienveillantes. L'optimisme en Afrique est le produit direct de l'action révolutionnaire, politique ou armée, souvent les deux à la fois, des masses africaines. On comprend maintenant pourquoi chaque nationaliste africain a une telle hantise de donner constamment une dimension africaine à son action. C'est que la lutte pour la liberté et l'indépendance nationale est dialectiquement liée à la lutte contre le colonialisme en Afrique. L'ennemi de l'Africain sous domination française, ce n'est pas le colonialisme en tant qu'il s'exerce dans les limites strictes de sa nation, mais ce sont les formes du colonialisme, ce sont les manifestations du colonialisme, quel que soit le pavillon sous lequel il s'exerce et sévit. Une grande partie de l'humanité a récemment tremblé dans ses assises les plus profondes devant le déferlement d'une idéologie, le nazisme, qui fit ressurgir les méthodes de torture et de génocide des temps les plus reculés. Les pays les plus immédiatement visés par les manifestations du nazisme se liguèrent et prirent l'engagement, non pas seulement de libérer leur territoire occupé, mais de briser littéralement les reins au nazisme, d'extirper le mal là où il avait pris naissance, de liquider les régimes qu'il avait suscités. Eh bien, les peuples africains doivent pareillement se souvenir qu'ils ont été confrontés à une forme de nazisme, à une forme d'exploitation de l'homme, de liquidation physique et spirituelle lucidement menée, que les manifestations françaises, anglaises, sud-africaines de ce mal-là doivent les retenir, mais qu'ils doivent également s'engager à affronter ce mal en tant que mal sur l'ensemble du territoire africain. Les pays européens sont toujours aujourd'hui préoccupés par le problème de la paix. Après s'être armés, à outrance, les blocs de l'Est et de l'Ouest s'aperçoivent avec effroi que tout nouveau conflit mondial mettrait en question l'existence même de la vie sur Terre. Aussi, une confrontation pacifique des deux conceptions du monde devient-elle indispensable. C'est dans cette perspective que le général Eisenhower a entrepris son dernier périple, que le Conseil de l'OTAN s'est réuni à Paris et qu'une confrontation au sommet est fixée pour les premiers mois de 1960. Nous, Africains, disons que le problème de la paix entre les hommes, en l'occurrence non africains, est fondamental, mais disons aussi que la libération de l'Afrique des derniers bastillons du colonialisme constitue le premier problème. Quand nous, Africains, nous disons que nous sommes neutres sur les rapports Est-Ouest, nous signifions que pour l'instant, la seule question qui nous préoccupe est celle de notre combat contre le colonialisme. Cela veut dire que nous ne sommes absolument pas neutres devant le génocide mené par la France en Algérie ou devant l'apartheid en Afrique du Sud. Notre neutralité signifie que nous n'avons pas à prendre position pour ou contre l'OTAN, pour ou contre le pacte de Varsovie. Dans le cadre de notre combat anticolonialiste, nous tenons compte de la fermeté de notre engagement et des appuis que nous accorde tel ou tel pays, et dans ce cadre, nous pouvons dire que les peuples regroupés sous le terme de pays de l'Est nous soutiennent de manière très ferme et que les pays dits de l'Ouest multiplient les ambiguïtés. Des armes et des hommes. Les peuples africains sont concrètement engagés dans une lutte globale contre le colonialisme et nous,
Algériens, ne dissensions pas le combat que nous menons de celui des Rhodésiens ou des Kenyans. Notre solidarité à l'égard de nos frères africains n'est pas verbale, elle ne se traduit pas par le vote, par l'acclamation dans une réunion internationale de résolution ou de condamnation. Les pays colonialistes, quand ils étaient en danger, et que le fascisme, le nazisme les submergeaient, donc quand leur liberté et leur indépendance étaient menacées, n'ont pas hésité à ponctionner dans les masses africaines et à lancer contre les positions nazies une majorité de leurs coloniaux. Aujourd'hui, ce sont la liberté et l'indépendance nationale des Africains qui se trouvent en question. La solidarité interafricaine doit être une solidarité de fait, une solidarité d'action, une solidarité concrète en hommes, en matériel, en argent. L'Afrique sera libre, oui, mais il faut qu'elle se mette au travail, qu'elle ne perde pas de vue sa propre unité. C'est dans cet esprit qu'avait, entre autres, été adopté l'un des points les plus importants du premier congrès des peuples africains à Accra en 1958. Les peuples africains, étaient-ils dans cette résolution, s'engagent à constituer une milice qui serait chargée d'appuyer les peuples africains en lutte pour leur indépendance. Ce n'est pas un hasard si cette résolution a été escamotée par la presse occidentale. La violence des démocraties occidentales pendant leur guerre contre le nazisme, la violence des États-Unis d'Amérique à Hiroshima avec la bombe atomique, sans être un exemple, donne une mesure de ce que les démocraties peuvent entreprendre quand leur vie est en danger. Nous, Africains, disons que depuis plus de 100 ans, la vie de 200 millions d'Africains est une vie au rabais, contestée, une vie hantée perpétuellement par la mort. Nous disons que nous ne devons pas faire confiance à la bonne foi des colonialistes, mais que nous devons nous armer de fermeté et de combativité. L'Afrique ne sera pas libre par le développement mécanique des forces matérielles, mais c'est la main de l'Africain et son cerveau qui déclencheront et mèneront à bien la dialectique de la libération du continent. À quelques jours de la deuxième conférence des peuples africains, qui doit se tenir aux portes de l'Algérie, en feu et en sang, les Africains doivent se rappeler qu'il n'y a pas un optimisme objectif qui s'impose de manière plus ou moins mécanique, mais que l'optimisme doit être le sentiment qui accompagne l'engagement révolutionnaire et le combat. Dans ces conditions, oui, nous pouvons être optimistes.